Mais pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, on a l'impression qu'on n'a rien inventé, qu'on n'a pas de langue au point d'adopter la langue des autres. Donc c'est important d'apprendre à nos enfants, puisque quand ils vont retourner, ils vont pouvoir discuter avec les anciens dans notre propre langue. Et les anciens, c'est eux les gardiens de la tradition. Apprendre les langues africaines, c'est important ou pas? Apprendre une langue africaine ancienne ou récente, est-ce que c'est important? C'est une mode ou une nécessité? Est-ce que tu n'as pas remarqué que les communautés fortes, donc asiatiques, le chinois par exemple, les arabes, les maghrébins, les indiens, les juifs, parlent tous leur langue, notamment leurs enfants parlent tous leur langue? Pourquoi? Dans cette vidéo interview, je vais te présenter un expert qui va te prouver que la langue est la boîte noire de la civilisation d'un peuple. Donc reste bien connecté. Bonjour Pierre Nilon. Bonjour. Enfin, je suis vraiment contente de t'accueillir sur la chaîne Bassa pour les nuls. Parce que c'est une chaîne en fait qui est là en fait pour aider les débutants à parler Bassa. Tu vois, nous, nos parents ne nous ont pas appris, mais on a décidé qu'il fallait qu'on apprenne pour que nos enfants puissent être forts et aller de l'avant. Donc est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Nilon, afro-descendant de la Guadeloupe, auteur de 3 livres, comme je l'ai dit la dernière fois, donc vite fait, Moïse l'Africain, la véritable vie de Moïse et prière et enseignement pharaonique. Et je suis aussi égyptologue, donc je dispense des cours d'égyptologie, qui est la langue égyptienne, qui est une langue africaine, et même je dirais la langue la plus ancienne notée, la langue africaine la plus ancienne. Et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu peux nous dire comment sont apparues les langues? Ça, c'est une très bonne question, parce que même les spécialistes ne savent pas. Il y a plusieurs thèses. Il y a la thèse comme quoi la langue serait apparue en même temps que l'homme. Donc, ce qui voudrait dire que l'homme est né en Afrique, que la première langue, c'est une langue africaine. Il y a la thèse selon laquelle que la langue serait apparue par la suite. Une fois que l'homme aurait quitté l'Afrique, ce qui explique pourquoi les langues ne sont pas proches. Il y a les langues européennes, les langues africaines, les langues sémitiques. Il n'y a pas une langue originelle d'après cette thèse. Mais la thèse qui voudrait que la langue soit apparue avec l'homme, il aurait eu un langage rudimentaire. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas connu un vocabulaire comme nous. Parce que le vocabulaire, c'est par rapport à la découverte, par rapport aux inventions. Donc il aurait connu des mots très simples comme papa, maman, frère, soeur, jour, nuit, des mots rudimentaires. D'accord. Et à quand on peut vraiment dater? Donc c'est vraiment quoi? L'apparition de l'homme, vraiment la langue, comment on peut la dater exactement? C'est très difficile. Oui, puisque bon, si on prend par du principe que l'homme aurait évolué, c'est-à-dire pour passer du noir au blanc sur une longue période, donc on va placer l'apparition de l'homme vers 160 000 ans, l'Homo sapiens. Maintenant, si on prend au niveau des traditions anciennes, ce serait plutôt vers 4000 à 5000 avant notre ère. Enfin, quand je dis notre ère, l'ère chrétienne. Et en fait, tu vois, au jour d'aujourd'hui, notamment en Afrique, le côté francophone, lusophone, germanophone, anglophone, en fait, ça devient une définition. Tu vois maintenant l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. Notamment maintenant au Cameroun, il y a un conflit actuellement au Cameroun où les anglophones veulent la scission du pays, en fait, la scission du pays pour leur parti. Donc voilà, ça mène de s'identifier justement à une langue entre guillemets étrangère. Est-ce que pour toi, ces langues-là reflètent réellement la culture africaine ou afrodescendante? Non, pas du tout, parce que c'est quelque chose qui nous a été imposé. Donc ça ne peut pas refléter notre vision du monde. Parce que automatiquement, c'est généralement les personnes, tu vois, par rapport aux Français, notamment dans la communauté camerounaise, c'est quelque chose à laquelle on est attaché et on a envie de parler de mieux français, on a envie, comment dirais-je, de montrer que notre enfant parle bien français, pour qu'il va trouver du travail. Même parfois, quand tu dis à la personne, apprenez votre langue, la langue Bassa, on va te dire, mais pour faire quoi? Donc pour toi, c'est quoi en fait cette importance d'apprendre cette langue-là comparativement justement au français? La langue maternelle. Déjà, ce que je voulais dire, pourquoi on veut que nos enfants apprennent la langue du colonisateur, c'est que ça relève de la psychanalyse. Une fois que vous avez été colonisé, on considère automatiquement que le colon, il est supérieur, puisqu'il nous a colonisés. Et donc, sa langue
toutes ces références sont classées supérieures par rapport à nous. Et donc le fait de parler la langue du colon, c'est une façon de s'élever au niveau de l'échelle sociale. On considère que quelqu'un qui parle le français, l'anglais ou le portugais, socialement est plus élevé que quelqu'un qui parle sa langue maternelle, ce qui est faux. Autre chose, pourquoi c'est important d'apprendre nos langues à nos enfants, c'est que la langue c'est comme un outil de communication, mais comme un outil. Imaginons par exemple un ouvrier qui va pour dépanner et qu'il n'a qu'un seul tournevis dans sa caisse à outils. Il sera limité. Donc plus il a d'outils, plus il a de tournevis cruciformes, plats, toutes sortes, mais plus il pourra être efficace. Donc plus nos enfants vont parler des langues, plus ils seront polyglottes, plus ils auront de possibilités d'apprendre et d'évoluer. Donc ils auront une ouverture d'esprit que quelqu'un qui parle une seule langue n'a pas, c'est automatique. Et il faut aussi quand même spécifier que les langues africaines vont refléter aussi des réalités ancestrales, des réalités coutumières, des réalités... Voilà, il y a des mots qui existent dans certaines langues, dans la langue africaine, qui n'existent pas dans la langue française, et vice-versa, quand on cherche spécialement toujours à traduire mot à mot. Voilà. Ben justement, on dit par rapport à une traduction, quand elle est belle, elle n'est pas fidèle, et quand elle est fidèle, elle n'est pas belle. D'accord? Donc, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. On va essayer de prendre des mots qui s'en approchent, mais on ne pourra jamais traduire une réalité qui n'est pas la nôtre. Par exemple, souvent, on parle de religion, de spiritualité, mais ça n'existe pas chez nous. Le mot, c'est le mot coutume. Tout à fait. D'accord? Même par exemple, chez les Arabes, le mot religion n'existe pas. Ils vont dire din al-din, qu'on va traduire par religion, mais le mot signifie la loi. Le mot signifie loi. C'est le même mot qu'on trouve en hébreu dan, qui signifie juge, dayan, en hébreu moderne. Donc c'est juste des lois. Donc quand on parle de religion pour les juifs et les arabes, on parle de loi. Et nous, on parle de coutume. Exactement. Même par exemple, pour les Bassa, on parle du mbok. Oui, le mot religion, c'est les latins qui ont inventé ça. Tout à fait. Et justement, comme tu es historien, est-ce qu'il y a une langue mère, en fait, une langue qui serait la base de toutes ces langues africaines? À mon avis, il pourrait y avoir une langue mère, mais pour l'instant, on ne l'a pas démontré au tableau. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment partir du principe déjà de savoir est-ce que les premiers hommes possédaient un langage. Apparemment, oui. Et dans ce cas, ce serait un langage rudimentaire. Et donc, il faudra faire des recherches, parce que nous, malheureusement, dans la communauté, on attend toujours que ce soit les Blancs qui fassent des recherches sous nos propres langues. C'est eux qui nous font des fois nos dictionnaires pour parler nos langues. Donc, c'est à nous de faire ce genre de recherche. Mais je pense peut-être que ça a existé. Ok. Et est-ce que d'après toi, il y a une langue sacrée? Oui, bien sûr. Quelle serait cette langue? Chez chaque peuple, on détermine une langue. C'est-à-dire les Européens, par rapport à leur religion, ils ont décrété, même si la Bible a été écrite en grec pour eux, mais le latin, c'était la langue, parce qu'à l'époque, vu qu'on avait parlé de Constantin, lui, il n'était pas grec, il était romain. Donc sa langue maternelle, le latin, devenait la langue sacrée pour les Européens. Pour les musulmans, c'est l'arabe. Plus particulièrement le dialecte de Mohammed, d'accord, qui est, je crois, Kourachi. Donc ça va être ce dialecte qui sera la langue sacrée. Chez les juifs, ça va être l'hébreu. Ben, nous, quand on remonte le plus loin possible, on voit que les anciens parlaient de l'Éthiopie, de l'Égypte. Et donc ce serait ce qu'on appelle le Médounéter, conventionnellement, qui signifie la parole de Dieu, la parole sacrée. La parole divine, quoi. Oui, la parole divine. Et donc, ce serait la langue pharaonique qu'on peut considérer comme notre langue sacrée. Et donc, quand tu dis médounéter ou langue pharaonique, c'est ce que certains appellent les hiéroglyphes. Oui, les hiéroglyphes, c'est d'ailleurs le mot hiéroglyphe, gravure sacrée. C'est ni plus ni moins que la traduction. Alors, quand certains, j'entends souvent des remarques comme ça, que parce que je pense que tu accordes l'importance au fait d'apprendre donc justement cette langue sacrée, ces paroles divines. Mais j'entends certains souvent qui disent que oui, qu'il faut aller à l'essentiel et apprendre uniquement les langues récentes, donc voilà, par exemple le Bassa ou autre, et que la langue égyptienne, ça c'est pour les historiens, c'est pour ceux qui veulent se redorer un bon passé, etc. etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, c'est complètement stupide, c'est se couper de ses racines. Pourquoi? Parce que même ici en Europe,
pendant longtemps, on apprenait le latin. C'est-à-dire, même on veut faire la médecine, n'importe quoi, c'est que des noms en latin. Donc, il faut connaître l'étymologie pour savoir pourquoi ça s'écrit comme ça. Par exemple, si je prends un mot simple, le mot droit, D-O-I-G-T, pourquoi le T, pourquoi le G? Donc, il faut savoir que ça vient du latin digitus, d'où le mot digital. Donc, si on ne fait pas l'étymologie, on ne peut pas comprendre pourquoi ça s'écrit comme ça. Donc, nous, par rapport à l'Égyptien ancien, vu que c'est noté depuis le 4e millénaire avant l'ère commune, l'ère chrétienne, donc ça peut nous permettre, c'est pas que ça peut, ça nous permet de comprendre comment les langues ont évolué et les mots qu'on prononce, on serait étonné de voir c'est des mots qui sont prononcés depuis 6000 ans. Tout à fait. Parce que même dans tes vidéos, on voit que tu expliques systématiquement à chaque fois ce que tu appelles la parenté génétique, voilà, donc des langues africaines. Quand tu fais tes cours, tu expliques toujours le lien, voilà, pour pouvoir prouver comment se prononce ce mot-là en médounétaire, donc c'est ce que ça rappelle hiéroglyphe. Tu reprends les mots dans des langues actuelles, donc Serer, Lingala, Wolof, etc. À chaque fois, c'est ce qui évite de se tromper dans le mot. Oui, non seulement ça, mais en plus, ça permet d'unifier notre peuple aussi. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit que nous sommes vraiment frères et sœurs, qu'on fait partie d'une famille. Tout à fait. Donc c'est très important pour éviter des conflits. Et justement, aussi surtout que les conflits ont été alimentés, ils sont toujours alimentés par les autres. Et pour ce faire, ils ont partagé l'Afrique en 1885. Tout à fait. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que même l'apprentissage du médounétaire, donc que certains appellent hiéroglyphes, pourrait nous permettre de nous retrouver et de nous réconcilier en fait. Bien sûr, puisqu'en Égypte, il y avait plusieurs ethnies, comme partout dans tous les pays d'Afrique, mais ces gens-là, ils étaient passés du concept de tribalisme, si on veut, à concept de nation. Ils réfléchissaient plus, par exemple, au Cameroun, il y a les Bassa, il y a les Douala, les Bamileke et autres, d'accord? Peut-être que là-bas, les gens ils vont réfléchir en termes de Bassa, de Douala. Non, les Égyptiens, ils ne réfléchissaient pas comme ça, ils réfléchissaient en termes de nation, homme d'Égypte. Et pour eux, ce qui comptait, c'est tout homme qui boit l'eau du Nil, depuis Éléphantine jusqu'à la mer Méditerranée. C'était ça l'Égyptien. Donc c'est un peu le truc qu'on retrouve aussi chez nous aux Antilles. On vient de différents peuples d'Afrique, Yoruba, Bassa, tous les peuples du Golfe Guinée, mais on ne réfléchit plus en tant que Bassa, Yoruba, on réfléchit en termes d'Antillais. Même moi, quand j'ai fait mon test ADN, je sais très bien le sang qui coule dans mes veines, mais je ne réfléchis pas en tant que tel, je réfléchis en tant que noir. Voilà. Noir d'origine africaine. Oui. Donc Pierre, est-ce que tu peux nous dire donc justement ce qu'il y a un alphabet réellement dans cette langue sacrée? Parce qu'on parle toujours de l'alphabet gréco-latin, gréco-romain, mais c'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler de ça? À partir du moment où, en 1974, lors du colloque du Caire, il a été reconnu que l'égyptien ancien, c'est une langue africaine. Donc forcément, les hiéroglyphes, les médounétaires, ça représente notre alphabet. Donc oui, c'est un alphabet qui est basé sur un principe simple. Enfin, il y a deux principes. Il y a ce qu'on appelle le squelette consonantique, donc je l'explique dans mes cours. On prend des objets ayant le même squelette consonantique qu'un autre mot, qu'un concept. Et sinon, au niveau alphabet, il y a quelques hiéroglyphes qu'on va prendre et c'est le principe de l'acrophonie. C'est-à-dire la première lettre de l'objet dessiné donne sa valeur alphabétique. Tu peux nous donner un petit exemple pour que la personne comprenne? Par exemple, il y a le hiéroglyphe classé M17 qui représente un roseau. Certains disent une plume, mais en fin de compte, c'est un roseau. En égyptien, ça se prononce Awe. Donc ça commence par la lettre A. Et donc sa valeur alphabétique sera la lettre A. Mais dans d'autres régions, la lettre A devient I. Donc, voilà. Donc ça peut expliquer des variantes. Mais en médounétaire même, c'est la lettre A. D'accord. Et donc on peut faire une transposition entre cet alphabet-là et donc l'alphabet qui existe aussi dans les langues africaines récentes. Oui, oui. Même par rapport aussi à d'autres langues. Il y a ce qu'on appelle le proto-sinaïtique. C'est-à-dire à l'époque, les Hyksos vont passer en Égypte et vont s'inspirer des hiéroglyphes. Donc ils vont prendre le même principe, ils vont dessiner des hiéroglyphes, par exemple la tête, pour donner la lettre R chez eux. Parce que la tête en hébreu, c'est roche, en arabe, ras. Donc ils vont prendre le même principe et ils vont le simplifier, ça va donner l'écriture phénicienne que les Grecs vont prendre pour donner l'alphabet européen. Donc c'est notre alphabet qui va donner leur alphabet.
Mais actuellement, je sais que chez les Congolais, ils ont aussi un alphabet qu'ils ont inventé récemment qui s'appelle le Mandambé, qui permet d'écrire des langues africaines aussi. D'accord, ok. Et d'après toi, en fait, quelle serait la langue en fait, qui serait la mieux adaptée au niveau de l'échelle continentale? Parce que tu vois qu'ici en Europe, ou dans le monde européen, ou plutôt occidental, ils ont imposé l'anglais et ça dérange personne. Ça dérange pas les Français, ça dérange pas les Hollandais, ça dérange pas les Allemands. Et nous, tu vois, dès qu'on parle d'une langue qui sera un peu plus, tu vois, tu sens qu'il y a des petites frictions que non, tu vois. Mais pour toi, quelle serait en tout cas la meilleure langue pour l'Afrique? Déjà, avant de répondre, je voudrais dire une chose. Souvent, on s'imagine que nos ancêtres, ils ne pouvaient pas se comprendre. Ouais, que c'est grâce aux Français. Exactement. C'est faux. Exactement. Ces langues-là ont simplement remplacé une langue africaine qui permettait à tout le peuple de se comprendre. Et jusqu'à maintenant, vous allez au Sénégal, il y a le Wolof, au Mali, il y a le Bambara, au Congo, il y a le Lingala, voilà, dans tous les pays. Et sur la côte africaine, il y avait le Swahili. Il y a toujours le Swahili. Donc, pour répondre à la question, si on prend l'Afrique, les langues africaines, 3/4 du continent géographiquement est peuplé par des peuples qui parlent des langues bantoues. Donc ça voudrait dire que pour gagner du temps, il faut automatiquement prendre une langue du groupe bantou, même si je suis très attaché à l'égyptien et à d'autres langues. Donc ce serait une langue du groupe bantou, et plus particulièrement le Swahili qui est déjà parlé depuis la Somalie jusqu'à Mayotte, et qui est reconnu aussi sur le plan international. Donc ce serait le Kiswahili. D'accord. Et en dernière question, pour finir, tu sais qu'on est une chaîne en fait pour aider les débutants, nous en tant que débutants, voilà, parce qu'on a à cœur que notre langue soit parlée déjà par nous-mêmes, mais aussi par nos enfants. Et pour toi, qu'est-ce que tu peux rappeler au moins les enjeux profonds justement, de l'apprentissage des langues, que ce soit la langue sacrée, comme tu as dit, divine, ancienne, du Médounétaire, ou des langues récentes, que ce soit le Swahili, que ce soit le Bassa ou autre. C'est quoi les enjeux? Parce que j'ai l'impression que des fois, parfois, on ne comprend pas assez cela. À partir du moment où on parle français ou langue occidentale, ça suffit et basta. Non, ça ne suffit pas. Bon, comme je l'ai dit, ça donne plus d'options. C'est comme un ouvrier, plus il a d'outils, mieux il sera efficace. Plus il sera efficace. Et spécifiquement pour les peuples africains. Mais pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, on a l'impression qu'on n'a rien inventé, qu'on n'a pas de langue au point d'adopter la langue des autres. Donc c'est important d'apprendre à nos enfants, puisque quand ils vont retourner, ils vont pouvoir discuter avec les anciens dans notre propre langue. Et les anciens, c'est eux les gardiens de la tradition. Tout à fait. Donc c'est des gens qui possèdent notre histoire, notre passé. Donc ce serait bien de discuter avec eux, de comprendre les concepts de chez nous, ce que ça véhicule. Donc c'est très important. Même ici, hein, ceux qui font parler d'autres langues à leurs enfants, mais je peux vous assurer, les Arabes, ils ne parlent pas que le français à leurs enfants. Les enfants parlent l'arabe. C'est important. Moi, j'essaie de leur apprendre aussi la langue de chez moi. Donc c'est important d'apprendre à nos enfants. Tous les petits-enfants qui sont ici, d'origine étrangère, parlent le français, mais ils parlent leur langue. Ils vont le week-end apprendre leur langue. En dessous de chez moi, il y en a qui font l'école coranique. Donc ils ne laissent pas leurs enfants comme ça, livrés à eux-mêmes. Donc c'est important, par exemple, pour ceux qui sont de la communauté Bassa, de s'investir à fond dans cette langue, de maîtriser cette langue, et ça vous permettra de comprendre même des concepts qu'on vous a volés. Exactement, tout à fait. Franchement, je te remercie vraiment pour cette interview riche de connaissances, riche de sagesse. Où est-ce qu'on peut te trouver? Je sais que tu fais des vidéos, etc., que tu as émis des livres. Où est-ce que ceux qui veulent aller plus loin peuvent te trouver? Mais actuellement, j'ai une chaîne qui s'appelle Nouvelle Afrique, avec une série qui s'appelle Au tableau, où justement je démontre la parenté entre l'égyptien ancien et nos langues. Donc on peut, oui, les langues africaines modernes. Donc j'aurai l'occasion de faire par rapport au Bassa aussi, de vous informer. Donc on peut me trouver sur la chaîne Nouvelle Afrique. Donc la chaîne YouTube Nouvelle Afrique, que je mettrai sous la vidéo le lien de la chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te remercie Pierre Milan. Et donc, si vous voulez encore plus de ce type de vidéos, mettez dans les commentaires, partagez, likez, faites péter tout. En fait, voilà quoi. Je pense que c'est important qu'il y ait aussi ce type d'apport pour qu'on puisse comprendre en fait les enjeux qu'il y a réellement dans l'apprentissage de la langue. Et comme on dit en Bassa, on est ensemble.